Mission Le Point, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver à l'heure du décryptage de l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, nous serons fidèles au principe de cette émission qui est celui de recevoir des journalistes et analystes politiques avec qui nous allons passer au crible les sujets qui ont fait la une de l'actualité. Pour nous accompagner ce soir, nous recevons pour vous, Mesdames et Messieurs, Aliro Tchakala. Il est le directeur de publication du journal Le Courrier de la République. Aliro Tchakala, bonsoir. Bonsoir Daniel Adé et bonsoir à toutes les fidèles et tous les fidèles spectatrices ou bien de notre émission commune à nous tous, Le Point. Voilà. Également sur ce plateau, nous avons un autre habitué. Il s'agit d'Ibrahim Atia. Il est par contre, lui, le directeur de publication du journal Temps Nouveau. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Daniel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà. Avec vous, comme je le disais, on va passer au crible les sujets qui ont marqué cette semaine. Nous allons commencer avec ce forum national sur le foncier qui s'est ouvert en début de semaine à Lomé. Il était temps pour les autorités de taper du poing sur la table face au désordre qui existe actuellement dans ce secteur. Ibrahim, c'est une nouvelle salutaire. Ah oui, c'est une information qui nous a beaucoup, en tout cas, intéressé au niveau de la rédaction des Temps Nouveaux, d'autant plus que nous avons eu par le passé à produire des articles sur les problèmes liés au foncier dans notre pays. Et vous savez aussi que actuellement, le foncier, les problèmes au niveau du foncier est perçu comme une poudrière de temps, en ce sens que il y a des conflits énormes qui font partie du foncier dans notre pays. Vous allez voir les problèmes de double vente, les problèmes des titres fonciers qui ne sont pas conformes avec ce qui est au niveau du cadastre. Pour un même lopin de terre, vous pouvez avoir plusieurs titres fonciers, ce qui est anormal, c'est une certaine anomalie auquel il faut apporter des solutions. Et quand vous prenez aussi le problème de conflits communautaires, des communautés qui sont en conflit par rapport au lopin de terre, c'est vraiment des situations qui ne sont pas de nature à garantir la paix et surtout le développement dans le pays. Donc il était normal que les autorités du pays s'y penchent et apportent des solutions idoines, et comme on l'a dit, au problème du foncier. Et vous savez, le Togo a beaucoup tardé avec ce problème du foncier. Entre-temps, on avait pensé même à une certaine insouciance ou bien une certaine complaisance par rapport à la récurrence des problèmes fonciers dans notre pays. Mais aujourd'hui, quand on nous parle du forum, il faudrait que ce forum puisse réunir les acteurs impliqués dans le domaine du foncier, que ce soit des acteurs qui apportent des réflexions par rapport au droit coutumier qui régit la vente des terrains dans notre pays, et aussi allier cela avec le droit moderne qui doit aussi chercher des garde-fous et canaliser beaucoup plus toutes les opérations qui se font en matière du foncier dans notre pays. Et Aliro Tchakala? Oui, on dit souvent que mieux vaut tard que jamais. On attendait quand même qu'il y ait une assise de cette envergure-là depuis des lustres, mais on a dû traîner les pas. Mais aujourd'hui, je crois que c'est fait. C'est fait au regard de la situation de haute tension qui prévaut autour du foncier dans notre pays. Aujourd'hui, si le Togo doit basculer dangereusement dans l'incertitude, tout viendrait du foncier. Donc, à un moment, on a estimé qu'il faut prendre le taureau par les cornes et essayer de donner une nouvelle orientation aux problèmes liés au foncier dans notre pays. Quand vous allez au niveau de la justice togolaise, les problèmes qui sont souvent traités à 80%, c'est des problèmes liés au foncier. Il y a toute une pagaille qui s'opère dans le domaine avec une certaine complaisance ou bien une certaine complicité des acteurs qui devraient lutter contre le phénomène. Les doubles ventes, les types ventes, les titres fonciers qu'on falsifie au gré de certains intérêts. Il y a certains même qui, disposant de moyens, vont à la conquête des terres appartenant à des communautés. Quelqu'un qui peut aujourd'hui s'acheter plus de 200-300 hectares, c'est des anomalies. Avec le temps, on finira par se trouver en face de certaines réalités qui risquent quand même d'imploser le pays. Donc aujourd'hui, si on a estimé qu'il faut aller vers de nouvelles orientations pour que les problèmes liés au foncier soient aplanis, je crois que c'est une bonne chose. Quand la législation sur le foncier datait de l'époque allemande où la terre appartenait aux communautés, chose
autochtones. Alors, Maintenant, avec le temps, est-ce qu'on peut changer la donne? Est-ce qu'on peut venir est-ce que ça ne va pas aujourd'hui frustrer les gens? Est-ce qu'on peut venir aujourd'hui casser des situations qui dataient de plusieurs décennies? Voilà. Donc, c'est là toute l'interrogation. Moi, peut-être, j'ai ma parcelle de terre et aujourd'hui, au niveau de la nouvelle législation, on va dire que non, la terre ne t'appartiendra plus, voilà ci et ça. Donc, il faut passer à cette réglementation avec vraiment du doigté, sinon ça risque de créer d'autres problèmes qu'on ne saurait résoudre. Avant de revenir sur cet aspect que vous venez de développer, qui est d'ailleurs très important, on va quand même s'appesantir un tout petit peu, même sur le dysfonctionnement qui existe au sein des services publics. Ibrahim Atia, Ali le soulignait tantôt, comment on peut assister par exemple à ce phénomène de double vente? On peut trouver deux propriétaires terrain avec 2 titres fonciers, comment cela peut être possible? Non, c'est dû au dysfonctionnement constaté au niveau du cadastre. Parce que vous savez que les services au niveau de notre pays évoluent avec des méthodes archaïques. C'est tout récemment qu'il y a eu une amélioration en ce sens. Est-ce que même si on travaille avec des méthodes archaïques, on ne peut pas quand même... Oui, je m'explique, parce qu'il n'y a pas une informatisation des données. Il n'y a pas une base de données auxquelles les gens auront accès lorsqu'il y aura à vérifier certaines situations. Quand vous travaillez avec des papyrasses, c'est la méthode archaïque. Vous allez vous perdre dans vos papiers. Ou soit c'est les archives qui sont parties par le fait des intempéries. Vous savez aussi que les services ne sont pas aussi dans des locaux où on dirait que c'est des locaux qui sont bien aménagés, des locaux qui peuvent échapper à certaines intempéries. Et donc, nous avons vu, il y a des services où il y a eu une fine pluie, c'est fini, et tout ce qu'il y a comme archive, toute la documentation a été détruite. Donc, et quand vous êtes face à cette situation, il va de soi que vous manquez des éléments. Lorsque vous aurez à vérifier certaines choses, vous n'allez pas les voir. Et surtout avec la démographie galopante. Vous savez qu'il y avait des zones qui étaient classées comme des zones rurales, mais très tôt, l'urbanisation aussi, de façon galopante, a rattrapé ces zones rurales qui sont devenues du coup des zones urbaines. Or, il devait avoir un plan directeur pour intégrer ces zones rurales-là dans le plan dans la planification et dans la topographie pour avoir une idée générale sur les superficies urbaines. Et quand on parle de zones rurales, vous savez que le lotissement se fait de façon anarchique. C'est des collectivités qui cherchent leur topographe, qui cherchent leur géographe et ils font le lotissement. Le lotissement n'est pas le plus souvent en adéquation avec ce qui devait être fait par les services compétents. Et donc, du coup, ça crée un certain désordre. Oui. Et lorsque vous avez un terrain, vous pouvez voir que quand vous allez au niveau du cadastre pour vérifier l'existence de ce terrain et surtout tout ce qu'il y a comme données autour de ce terrain, le cadastre sera incapable de vous dire si ce terrain existe, si véritablement il y a des tracés topographiques au niveau de ce terrain. Voilà des anomalies. Ce qui fait que, naturellement, lorsque vous prenez un lopin de terre qui n'est pas reconnu au niveau du cadastre, quelqu'un d'autre aussi peut aussi aller prendre ce même terrain, venir au niveau du cadastre, commencer les formalités pour avoir les titres fonciers, mais alors que vous, le premier acquéreur, vous êtes là et vous êtes dans votre chambre et vous pensez que vous avez déjà un terrain, mais quand vous n'avez pas encore commencé les procédures pour avoir le titre foncier, même pour avoir les 3 tampons, comme on le dit communément, il va de soi qu'un jour, ou bien du jour au lendemain, vous vous retrouvez 3 ou 4 acquéreurs parce que les services compétents n'ont pas une certaine base de données pour vérifier si ce terrain a été déjà acquis par quelqu'un ou pas. Vous voyez, c'est ça. Et à l'Urdu Tchakala, un dysfonctionnement qu'on constate au quotidien. Oui, moi je ne me retrouve pas dans l'argumentaire déroulé par mon confrère Ibrahim. Non, on ne va pas se replier derrière les archives parce que ce n'est pas informatisé, que souvent il y a de telles situations qui arrivent. Non, je dirais même que c'est la force de ces réseaux-là qui se sont incrustés un peu partout. Tous ceux-là qui procèdent à ces doubles, triples ventes-là, ils sont de mèche avec les commis du service du cadastre. C'est des gens qui travaillent d'un commun accord, dans une intelligence absolue, et question de faire mal. Quand vous voyez quelqu'un qui va en toute
il y a des gens qui se promènent, il suffit seulement qu'ils voient un espace vide, là, ils s'empressent d'aller avec les gens du cadastre, ils prennent l'angle, bon, on va essayer d'opérer un coup de force sur ce lopin de terre, si ça passe, voilà votre pourcentage, et si ça ne passe pas, bon, on vous mettra... on va vouloir de votre concours pour pouvoir perpétrer le forfait que nous voulions que ça ait lieu. Donc je crois que aussi les magistrats aussi ne sont pas exempts de tout reproche dans ça. Quand il suffit seulement que vous soyez bien avec un magistrat et que vous alliez là-bas pour dire que bon, nous avions tel lopin de terre, mais ce lopin de terre franchement ne nous appartient pas, mais on veut faire ci, et que ces gens-là, vous verrez qu'ils vous accompagneront. Seulement, proposez-leur ce que vous pouvez leur proposer pour que cela puisse agir sur un peu leur façon de faire les choses. C'est tout. Donc, la complicité, elle est active un peu partout. On le trouve au niveau des commis du cadastre, on le trouve au niveau, dans les arcanes même de la justice. Voilà. Si la justice arrivait à taper du poing sur la table, je crois qu'on réglementerait cette fâcheuse situation. Mais c'est le fait que cette justice, ces magistrats-là soient complaisants avec ceux-là qui s'adonnent à ces doubles, triples ventes là. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas au bout du phénomène, on n'arrive pas à pouvoir réglementer cette situation qui date de plusieurs décennies. Ce n'est pas d'hier ni de demain, mais c'est des situations qui ont prévalu il y a plusieurs décennies en arrière. Mais si ça a eu à peut-être à survivre dans le temps, c'est parce que ces réseaux criminels-là ont eu les coups de franche, ils ont eu les complices dans certaines sphères de décision. C'est pourquoi ça a continué au point même de pourrir la situation actuellement. Voilà. Ibrahim, réaction? Non, lorsque je parlais de l'informatisation du service du cadastre et que c'est ça qui crée les anomalies au niveau du foncier dans notre pays, mon confrère Tchakala ne m'a pas bien saisi. Et je pense qu'il faudrait que je m'explique davantage pour qu'il comprenne ce que je voulais dire. S'il y a des réseaux qui opèrent, des réseaux qui créent des malentendus, qui passent par des coups de force pour s'approprier des lopins de terre, c'est justement parce qu'ils ont constaté qu'il y a une faille. Et ils utilisent cette faille pour pouvoir s'approprier des terrains qui, au fait, ne les appartiennent pas. Et c'est pourquoi je mettais l'accent sur l'informatisation des données au niveau du cadastre. Si les lopins de terre, tout ceci est bien canalisé, et qu'il y a des données topographiques qui concernent ces lopins de terrain, et qu'il y a des numéros qui sont affectés à ces lopins de terrain, et que l'acquéreur est bien connu et fiché au niveau du cadastre par rapport à un lopin de terre, je vois mal comment ces réseaux, je peux dire, indélicats là, peuvent venir semer le bordel au niveau de ces services. Voilà, il faudrait maintenant que dans les réformes, et c'est ce que nous attendons, qu'au niveau du cadastre, qu'on renforce les capacités de gestion au niveau du cadastre, doter le cadastre d'une carte numérique de tout ce qui est comme espace et lopin de terre dans notre pays, de manière à ce que lorsque quelqu'un se présente pour commencer les formalités d'un terrain qu'il a acquis, il suffit seulement d'entrer dans la base de données certains éléments. On voit en même temps qu'on vérifie, on voit l'intensité du terrain. Et aussi, vous savez, avec les données GPS, c'est facile aussi de localiser le terrain et de voir si ce terrain est déjà occupé et si la zone est viabilisée, ou soit si la zone n'est pas encore viabilisée, on tiendra compte aussi dans la délivrance du titre foncier. C'est ce que nous attendons maintenant des services publics. Il faudrait que l'État togolais aille directement vers ces données et qu'on laisse de côté les méthodes archaïques avec lesquelles nous travaillons, avec les papyrasses qu'on entasse. Des fois, on se perd dans ces papyrasses, ou soit on n'arrive même pas à viabiliser le terrain. C'est des collectivités elles-mêmes qui commencent par tracer des routes, et le plus souvent, ce sont des routes qui ne sont pas en adéquation avec le plan directeur de la ville dans laquelle on a acquis le terrain. Voilà, des anomalies, et je pense qu'il faudrait corriger cela. Voilà, il faut dire que les acteurs du secteur du foncier ainsi que les populations attendent beaucoup de ce forum national. Mais Ali Kourou-Tchakala, vous évoquez tantôt un problème très crucial qui est celui de comment on appelle, de l'origine. Les terres appartiennent aux collectivités au Togo. C'est un cas différent par rapport quand vous allez dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, la terre appartient à l'État. Mais au Togo, c'est un cas atypique. Mais comment sortir alors de cette situation problématique?
Non, en fait, je crois que c'est l'héritage que nous avions de la colonisation allemande. Et la législation allemande voudrait que la terre appartienne aux collectivités locales. Voilà. Et c'est ce qui a régi un peu le foncier dans notre pays depuis des lustres. Quand, après la Première Guerre mondiale, quand les Français sont arrivés, rien n'a été fait dans ce sens pour adapter les tests allemands là, aux tests français. Et c'est ça qui a eu à se perpétuer. C'est que la législation allemande aujourd'hui, plusieurs décennies après, presque un siècle après, bon, est-ce qu'il faut forcer les données à partir du moment où c'est déjà ancré dans certaines habitudes, dans certaines mentalités? Là, il faut un travail de sensibilisation très poussé, il faut un travail pédagogique très poussé pour peut-être décider de la conduite à tenir maintenant, pour que les populations aussi puissent dire, ah tiens, maintenant, on a une nouvelle législation et que celle qui avait pignon sur rue ne sera plus celle-là qu'on va utiliser dans le foncier. On ne peut pas venir aujourd'hui changer cette habitude-là de façon brusque. Hein. Il faut un exercice. Mais aujourd'hui, on dit qu'il faut une nouvelle législation. La nouvelle législation, on ne connaît pas sa mouture, on ne sait pas les orientations qu'on donnera à cela. Mais si ça doit changer les habitudes qui existaient depuis, je crois qu'il faut passer par la sensibilisation, parce que certains se sentiront un peu frustrés que, bon, ce qu'ils ont toujours acté depuis des siècles, et maintenant on vienne à leur proposer une nouvelle réglementation, ça risque de titiller certaines susceptibilités, et je ne voudrais pas que de cette nouvelle législation, on crée d'autres problèmes encore sur le terrain. Donc, quand on veut traiter un mal et que l'antidote contre le mal doit être pire que le mal qu'on veut traiter, autant peut-être gérer la chose avec tact et avec hauteur. Mais en fait, c'est les hommes, hein, ce n'est pas la législation allemande qui pose problème. Le Togo n'est pas le seul pays à avoir été colonisé par l'Allemagne. Ailleurs, la terre appartient effectivement aux communautés locales. Voilà. Mais c'est les réseaux qui se sont renforcés au fil des années. Au fil des années, c'est ça. Ces gens-là qui sont là, ils ne font rien, qui pensent que c'est en mettant la main sur les biens d'autrui qu'ils peuvent se faire une certaine fortune. C'est ça. C'est contre ces réseaux-là qu'il faut partir en guerre. Voilà. Donc, dire qu'on veut aujourd'hui changer la donne avec une nouvelle législation, bon, ça serait peine perdue si on n'arrive pas à peut-être lutter comme il se doit avec les réseaux qui sont un peu partout, la justice, le cadastre et certains voyous de la rue qui ne pensent qu'à mettre la main sur les propriétés qui ne leur appartiennent pas. Donc, il faut aujourd'hui durcir quand même le ton, les sanctions que certains vont encourir s'ils venaient à se comporter en gangsters au niveau du foncier. Voilà. Ibrahim, dernière réaction sur ce sujet? Oui, je dirais que à l'époque, durant l'époque allemande et jusqu'à un passé récent, la terre n'avait pas, à proprement parler, une valeur marchande. Et vous savez que quand vous allez dans une localité ou bien dans une ville plutôt, et que vous voulez avoir un lopin de terre pour l'exploiter, il suffit seulement de s'adresser aux collectivités. On vous cède le lopin de terre, on vous cède la superficie, pas nécessairement moyennant de l'argent. Et donc, avec le temps et avec l'évolution du monde, la terre a acquis une certaine valeur marchande. Donc, ça fait que du coup, ça a amené les gens à aller même, à investir même dans le foncier. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens ont acquis des hectares et ils attendent que cela prenne de la valeur avant de procéder à leur vente. Donc tout ceci, vous savez, quand il y a l'argent qui entre dans un secteur, c'est que ce secteur est du coup pris d'assaut par des réseaux mafieux, voilà. C'est du coup pris d'assaut par des cupides, des véreux. Et quand vous avez des véreux, des mafieux dans un secteur, c'est que ce secteur doit connaître tous les problèmes du monde et c'est ce qui se passe actuellement. Et je pense que le forum que l'État togolais organise actuellement, il y a des experts qui sont venus de la Côte d'Ivoire, d'un peu partout, et ils apporteront aussi leur contribution pour améliorer le code du foncier auquel le Togo est en train de rêver. Et nous osons croire que
dans un futur proche, nous aurons des tests qui vont dissuader ces réseaux mafieux et nous aurons des tests aussi qui vont protéger les propriétés terriens, les propriétés au niveau des gens qui veulent acquérir un lopin de terre pour construire leur logement ou bien peut-être pour autre chose, pour un autre investissement. Qui sait. Aujourd'hui, quand vous avez un lopin de terre, le premier réflexe au niveau du Togolais, c'est de construire sa hutte, c'est de construire une maison et aller s'abriter et non pour mettre ça comme une valeur marchande et pour que prochainement ils puissent faire des bénéfices sur ça. Vous savez que dans notre tradition même, c'est très important de le rappeler. Tout ce qui se livre à la vente de terre ne prospère pas. Parce que la terre, dans nos traditions, elle n'est pas faite pour être vendue plutôt. Elle est faite plutôt pour être cédée à quelqu'un qui en a besoin. Et là, ça crée une certaine communauté, une certaine cohésion dans l'environnement où vous tous vous y êtes. Ok. Voilà, on va s'intéresser maintenant, mesdames et messieurs, à un autre sujet qui appelle la une de l'actualité. Je vais parler de la célébration du 5e anniversaire du parti Union pour la République ou encore UNIR, un bilan que nous essayerons peut-être de dresser ici avec les confrères qui sont des proches observateurs un peu de l'évolution ou même du travail abattu par ce parti politique pour la gestion de ce pays. À l'Irouchekana, le parti a été créé au lendemain de la présidentielle de 2010, je vais parler de 2012. Aujourd'hui, 5 ans après, quel est le bilan qu'on peut tirer en tant qu'observateur de la vie sociopolitique togolaise? Je crois que les militants et les premiers responsables de ce parti seront plus à l'aise à dresser un bilan que nous, mais de loin... Un regard en tant que journaliste, je veux dire. Mais de loin, je dirais que tous les espoirs qui étaient nés par rapport à la naissance de ce parti ont été déçus. C'est des pouvoirs déçus. Tout ce que les gens nous avaient dit avant de passer à l'acte qui a consacré le décès du RPT, c'est qu'il y a maintenant une nouvelle génération de Togolais qui ne voudraient pas, qui voudraient accompagner la dynamique du président Faure et qu'ils ne se retrouvaient pas derrière le parti RPT. Il fallait en finir avec le RPT. Avec UNIR maintenant, c'est le développement inclusif. On fait avec tout le monde. C'est un nouvel élan qu'on veut porter au niveau de ce parti. Mais 5 ans après, je dis que c'est un échec mat. C'est un échec. Un échec, un échec, mais les aspirations portées les habitudes qu'on décriait au temps de RPT sont ces mêmes habitudes qui sont d'habitude même avec une forme encore plus pernicieuse. Mais il n'y a pas eu de changement. On ne peut pas dire qu'il y a eu quand même une nouvelle manière de gérer le pays. Non, mais le changement, c'est que entre-temps, on a estimé que les anciens qui avaient accompagné l'ancien parti, il fallait les mettre à l'écart et de faire la promotion de certains jeunes. Depuis là, c'est les mêmes jeunes qu'on voit. Et ces jeunes-là, vous voyez un peu leurs caractéristiques, c'est le mépris, c'est l'arrogance, et c'est des gens qui sont insociables. Et bon, ça consacrait peut-être une onction donnée à ces gens-là. Il suffit seulement de dire, et puis tenez-vous bien, s'il y avait un appareil pour mesurer peut-être le militantisme de ces gens-là, on verrait que le militantisme serait à un petit degré, peut-être à 1 ou 5%, et le bien-être, la suffisance, l'argent, la course effrénée pour l'enrichissement serait peut-être de 90%. Donc moi je crois que rien n'a changer, même si le président à un moment voudrait donner une autre allure. Cette allure-là a été brisée par ces jeunes dont il s'est entouré, aux griffes très... Quand nous voyons par exemple les changements dans le domaine de l'agriculture, nous avons l'agriculture, nous avons peut-être le développement à la base, il y a plein d'autres choses qui ont été faites qui n'existaient pas par le passé. Mais quand on parle de la lutte contre la pauvreté, surtout avec le chose là, vous voyez, et le président Faure aura battu le record de ses projets, programme là pour lutter contre la pauvreté. Mais non, les impacts se font toujours attendre. Si vous voyez un peu le terrain, on ne cesse de penser quand même à d'autres formules. Il y a eu le PDC, maintenant c'est le PUDC, dirigé depuis la primature. Maintenant, entre-temps, c'était au niveau d'un ministère que ça veut dire que
ça n'a pas donné les résultats qu'on attendait. Quand on met un projet comme ça, à un moment, il faut s'arrêter et faire un état des lieux du projet qu'on a lancé. On ne le fait pas. Le projet arrive là à un moment et ce projet se souffle de lui-même sans qu'on ne sente les résultats qui vont concourir au changement de certaines habitudes sur le terrain. C'est ça le drame. Quand vous parlez de l'agriculture, on a vu des projets qui ont été initiés dans ce sens. Mais l'agriculture, mais c'est sous le président Yadma qu'on a lancé la révolution verte avec des résultats qu'on peut aujourd'hui quantifier. Ça fait quand même son chemin. Quand certains pensent que le problème du Togo, c'est exclusivement ça vient du RPT, je dis que c'est tout faux. Le problème actuel du Togo avec les ressentiments, les frustrations, les mêmes qu'on voit autour de cette chaise musicale, les mêmes qui vont et qui reviennent comme si sans ces personnes-là, le Togo n'existerait plus. Bon, je crois qu'il faut mettre ça à l'actif d'unir. Voilà. Réaction Ibrahim Acha? Oui, mais en tant que leader d'opinion et observateur de la scène politique, je dirais que sur le plan politique, unir a, en tout cas, à mon avis, satisfait quand même certaines convictions. Hein, lesquelles, par exemple? Ah oui, si je prends sur le plan, en tout cas, élection, vous savez que cette formation politique, jeune formation politique, est venue et à l'élection législative de 2013 a remporté avec un nombre assez conséquent en matière de représentativité au niveau du Parlement. Toujours contesté par l'opposition, ces résultats. Moi, jusque-là, je parle des chiffres officiels, je suis légaliste. Quand je prends un peu la présidentielle de 2015, c'est toujours c'est aussi sous la bannière de UNIR que le chef de l'État actuel est allé aux élections. Il a été déclaré vainqueur de ces élections et sous la bannière de UNIR. Donc disons qu'avec UNIR, il y a eu deux grandes victoires, l'élection de 2013, les législatives bien évidemment, et l'élection présidentielle de 2015. Donc voilà. C'est déjà, je peux dire, un bilan positif. C'est un succès, oui. Même s'il y a eu des contestations. Bien évidemment, c'est un succès, c'est un bilan positif sur le plan politique. Sauf que si nous revenons un peu au niveau du social, ce qu'on nous a fait miroiter dès la création de UNIR, que UNIR allait travailler plus pour le bien-être des populations, pour le développement du pays. C'est bien vrai qu'il y a eu des projets qui sont lancés. Nous avons constaté au niveau du développement à la base des initiatives qui ont été prises, des mécanismes pour lutter contre la pauvreté. Si mon confrère Tchakala parlait tout de suite aussi de l'agriculture. C'est vrai qu'au niveau de l'agriculture, il y a des projets qui sont conduits pour donner un peu plus de la matière aux agriculteurs et amener à terme vers la révolution verte et la sécurité alimentaire. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas tout de suite faire le procès d'UNIR en même temps et l'associer avec la gestion du pays, parce que c'est deux choses différentes, même si c'est UNIR qui incarne le pouvoir dans le pays. Il faudrait quand même savoir raison garder pour ne pas faire un mélange de genres. Il faudrait dissocier cela. Moi, je veux parler de UNIR en tant que formation politique, voilà. Et c'est pour cela que UNIR est en train de fêter ses 5 ans. Donc, nous voulons prendre UNIR en tant qu'entité politique, en tant que formation politique. Voilà ce que nous avons à dire sur le plan politique. Est-ce que les actions, par exemple, sur le plan politique, est différent des actions que même le parti mène individuellement en tant qu'entité politique? C'est vrai que c'est le programme de société de UNIR que le chef de l'État est en train de mettre en place actuellement, et il est entouré dans cette mise en œuvre de son projet de certaines ressources humaines, pas forcément de l'UNIR. Vous savez qu'il y a le parti UFC qui a signé un accord de gouvernance avec le parti RPT qui s'est mué entre-temps à UNIR. Il ne faut pas avoir, en tout cas, peur de le dire, parce que M. Solitoki l'avait dit à l'époque que c'est une mue du RPT vers UNIR, même si entre-temps on a tenté de nous distraire avec des terminologies assez farfelues de fusion, création, de
de mutation, de mort du RPT, de résurrection, de unir, de fusion, de création. Bon, en tout cas, c'était des terminologies pour amuser la galerie. Mais quand nous prenons de façon stricte le parti politique UNIR, créé par M. Faure Gnassingbé avec dans la vision de réunir encore plus de Togolais, parce qu'il y avait des gens qui ne se retrouvaient pas dans l'action de RPT, mais qui étaient des sympathisants de M. Faure Gnassingbé. Donc il fallait trouver un cadre beaucoup plus unificateur pour que toutes ces personnes, tous ces Togolais qui veulent apporter leur pierre à la construction du pays se réunissent dans ce cadre et penser le développement du pays. Seulement, il y a eu des acteurs que nous pouvons qualifier d'acteurs plus proches du chef de l'État et qui se croyaient beaucoup plus concernés par la chose et comme quoi étaient des gens beaucoup plus en vue pour travailler aux côtés du chef de l'État. Et ces personnes, au fil du temps, se sont révélées pas très entreprenants pour mettre en place la politique du chef de l'État, mais plutôt préoccupés par des intérêts qui ne sont pas... Donc, le chef de l'État n'est pas comptable de cette situation. Il n'est pas comptable de cette situation ou bien? Non, mais il est comptable parce que ce sont ses amis. Mais ça, vous dites clair, par exemple qu'ils ne mettent pas en œuvre la vision du chef de l'État, c'est comme s'il n'était pas comptable. Non, mais il est comptable, puisque sa politique, c'est quoi? C'est le bien-être de la population, c'est aller vers le développement du pays. Et je parle de ses amis qui sont autour de lui et qui gèrent avec lui. Ses collaborateurs, c'est mieux que voilà. Bon, quand je dis ses amis, parce que dans ce pays, on nous a fait croire qu'il y a certaines personnes qui se réclament être amis du chef de l'État. Le chef de l'État ne l'a pas revendiqué publiquement, que sont ses amis, sont ses collaborateurs, tout simplement. Non, mais eux, ils le disent, mais si lui, il n'arrive pas à nous démontrer le contraire, c'est que de façon tacite, il accepte que ce sont ses amis. La preuve, il y a des scandales qui éclaboussent ces personnes, mais rien n'a été fait jusqu'alors, puisqu'ils sont là, ils sont juste d'une certaine impunité. C'est ça qui nous réconforte dans notre façon de dire qu'ils sont des amis du chef de l'État. Voilà. Non, mais quand il s'était agi de dresser un bilan du jeune parti qu'est UNIR, on a parlé de 2 élections gagnées, 2 élections majeures gagnées. Mais si UNIR n'avait pas gagné ces élections, ça m'aurait surpris à partir du moment où on a liquidé le parti RPT, mais on a gardé les ressources, on a gardé tout ce qui faisait la force de ce parti-là pour UNIR. Donc c'est la même mécanique qui s'est enclenchée. Dire que c'est UNIR, non. Moi je dirais que ces élections gagnées-là trouvent leur origine de la survivance entre griffes de ce parti RPT. Donc heureusement que certains sont arrivés à parler d'une mue de RPT à UNIR. Qui dit mue, c'est que la chose reste telle quelle, mais seulement c'est du saupoudrage, on essaie de choses. Moi je dirais que UNIR peut mieux faire parce que tout ce que nous avions attendu, espéré de ce parti a été que des illusions sur toute la ligne. Aujourd'hui, je crois qu'il aurait été un peu décent qu'on garde RPT, que les gens diraient que non, c'est l'ancien parti qui continue. Mais il y a des façons de faire sous UNIR là qui peut-être, ma foi, n'ont jamais prospéré autant du parti RPT. Et les gens qui se donnent cette facilité-là de pouvoir piller, des gens-là qui se donnent cette facilité-là de se montrer arrogants, de se montrer irrévérencieux. Et quand vous vous interrogez, leur seule carte de visite, c'est leur proximité avec le président de ce parti, le président de la République. Donc ça égratigne beaucoup de susceptibilité. Les gens sont frustrés par ça. Et quand vous voyez, on a dit, mais c'est la promotion des jeunes. Mais ces jeunes-là, on ne les voit plus. On ne les voit plus. On ne les voit plus. Donc, c'est des occasions quand même qui ont été vendangées comme ça pour nous montrer que on s'inscrit dans une nouvelle ère avec ce parti. Oui, mais au-delà même de ce bilan qu'on pourra dresser sur les actions même qui ont eu de l'impact sur la population, on peut dire également que c'est un parti qui a réussi à tenir tête à ses adversaires, parce que jusqu'à présent, UNIR continue de demeurer au pouvoir. C'est un des bilans positifs aussi qu'on peut dire. Non, mais UNIR continue toujours pas à tenir la dragée haute devant les autres partis. Je crois que jusqu'à quand
Jusqu'à quand? Mais quand un parti qui est au pouvoir, qui est censé entreprendre les réformes pour que ces réformes-là aboutissent, fait le dos rond parce que se disant majoritaire à l'Assemblée, se disant au contrôle de toutes les institutions, même au contrôle de l'appareil de l'État, ça ne fait pas bien. C'est source d'incertitude dans le pays. Voilà. Hein? Donc aujourd'hui, certains estiment que si l'UNIR rechigne à opérer les réformes, parce qu'en les faisant, elle ne se retrouverait pas. Donc, autant aller pour montrer aux gens qu'effectivement, avec les réformes, nous pouvons aussi faire de bons résultats. C'est ça, maintenant, l'équation qu'il faut résoudre. Absolument, absolument. Voilà. Et c'est la même lecture que vous avez de la situation, Ibrahim? Non, moi, en termes de réforme, en termes de réforme, moi, je vois que UNIR voudrait bien faire les réformes, mais puisque c'est dans ça ne se sent pas. Non, ça se sent, bien évidemment, parce que quand vous prenez un peu l'exécutif en 2015, lorsque l'État togolais, en 2014, autant pour moi, lorsque l'État togolais, l'exécutif togolais avait envoyé un projet de réforme, c'était un projet de réforme qui prenait en compte les réformes essentielles que les Togolais voulaient, la limitation des mandats, l'élection à 2 tours. Et quand c'est arrivé au Parlement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il y avait un conflit au niveau des courants politiques qui se retrouvaient au Parlement. C'est le propre parti, c'est UNIR même qui a rejeté ce projet. Oui, c'est pas peut-être une manière de jouer avec les autres. Mais bien évidemment, UNIR devait rejeter, en tout cas, ce projet de loi envoyé. C'est vrai que ça existe dans les grandes démocraties, mais s'ils avaient vraiment cette volonté d'aller vers ces réformes, est-ce qu'ils allaient procéder pourquoi ce parti a rejeté? Selon les tenants de ce parti politique, d'abord même il y a la PG qui demandait à ce que les réformes soient opérées de façon consensuelle. Donc, au niveau du Parlement, les forces représentatives qui se trouvaient au Parlement devaient parler d'une même voix, s'entendre pour pouvoir opérer ces réformes. Mais il y a eu un problème de la rétroactivité de la loi qui s'est posée là-bas et ces formations politiques ne sont pas entendues sur cette rétroactivité. Vous comprenez donc que même sur le plan numérique, UNIR était supérieur par rapport aux autres formations politiques, aux autres formations politiques qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, du moment où ils ne s'entendent pas sur la rétroactivité et les députés UNIR sentant un danger par rapport à cela, mais ils ont dit, mais si tel est le cas, il vaut mieux qu'on rejette cette loi et qu'on revienne s'entendre convenablement et qu'on trouve un terrain d'entente pour aller vers ces réformes. Je pense que c'est ce qui s'est passé et jusqu'alors, on n'a pas encore eu cette réforme avec les initiatives nouvelles prises par le chef de l'État, notamment la mise en place d'une commission qui va travailler sur ces réformes. Voilà. Avec l'atelier du H-Kroon qui a eu à accoucher des recommandations et avoir en tout cas nous en sommes où avec cet atelier? Nous en sommes où avec cet atelier, c'est ce que nous avons appris et c'est ce qui se dit au niveau dans les couloirs partout où vous passez. On vous dira que ces recommandations constituent maintenant l'élément de base avec lequel la commission va travailler. Est-ce qu'on doit se fier à ce qui se dit dans les couloirs? Non, mais on veut des déclarations. Non, lorsque nous parlons des couloirs, c'est pour dire que ce sont des voix autorisées qui nous disent, qui nous font des confidences. Et quand je parle de confidence, c'est parce que le chef de l'État, en mettant en place cette commission va essayer de réfléchir sur les recommandations. Vous convenez avec moi que les recommandations ne peuvent pas faire office de loi constitutionnelle. Donc il faudrait que ce soit des gens qui s'y connaissent, des gens qui maîtrisent le droit, les gens qui connaissent comment traduire les recommandations en texte constitutionnel qui se retrouvent. Et c'est cette commission qui va travailler sur ces recommandations et ces conclusions issues de l'atelier pour pouvoir... Cette commission qui est mise en place par le chef de l'État. Non, mais il faut voir... Non, moi, je voudrais plutôt qu'on voit le côté aptitude et compétence de ceux qui font partie de cette commission. Parce que ceux qui font partie de cette commission, c'est des éminents juristes, c'est des professeurs d'université, c'est des gens qui ont une certaine expérience en matière de la gestion du pays. Et ces personnes peuvent, à mon avis, nous accoucher un texte constitutionnel qui réponde aux aspirations des populations. C'est ce que nous attendons. Et non pas accoucher un texte qui, en tout cas, quelles sont les chances que ce travail fournisse un travail peut-être qui soit consensuel? Vous savez que c'est un peu coloré déjà. Non, ce n'est pas coloré à mon avis, mais ce que nous allons dire, c'est que jusqu'à preuve de contraire, les gens ont fini par comprendre, tous les Togolais ont compris que lorsque vous posez un mauvais acte, ça vous rattrape. Et donc, ils ont la lourde responsabilité devant l'histoire de mettre en place, de nous produire un texte constitutionnel qui réponde aux aspirations des Togolais. S'ils ratent cette occasion, cette belle occasion qui leur est offerte de
sortir le Togo de cette crise, de cette situation de loi constitutionnelle ne répondant pas aux standards du peuple, voilà. D'abord aux standards internationaux, aux standards internationaux, autant pour moi, c'est que nous sommes en train de rater le virage et ces personnes seront comptables demain. Voilà. Réaction à Liro? Non, mais je crois qu'on tente de nous embrouiller avec cette histoire de réforme politique. Embrouiller dans quel sens? Non, mais sois sérieux. L'APG a été signé le 20 août 2006. Il est toujours d'actualité? Est-ce qu'on... Absolument. La CVGR tire sa substance de quoi? De la de l'APG. Voilà. Le H-Crum de quoi? Ça veut dire que l'accord politique global, bien que certains s'évertuent à en finir avec, cet accord reste d'actualité. Cet accord reste d'actualité. Et on ne comprend pas pourquoi les gens traînent les pieds au nom de certains petits calculs à ne jamais faire prospérer cet accord-là. Dans cet accord, c'est inscrit ceux-là qui doivent opérer les réformes. On les connaît. C'est les acteurs ayant pris part à cette signature-là. Et c'est de façon consensuelle. Mais aujourd'hui, tantôt, on nous dit... Tantôt... Il n'y a plus le répéter. Mais... Oh, arrêtez ça. Et tantôt, on nous dit que non, mais il y a... c'est des intellectuels qui vont faire si... Tantôt, quand le chef de file de l'opposition a eu à envoyer une correspondance au président de la République, le président de la République dit que non, que c'est au niveau de l'Assemblée nationale que... Donc, c'est un jeu de ping-pong et on se perd là-dedans. Donc, tantôt, je prends cet accord, ces réformes-là comme étant... un aliment. Tantôt il faut le frire, tantôt il ne faut pas le faire. Tantôt il faut le bouillir, tantôt il faut le braiser. Tantôt il faut le braiser. Finalement, on veut quoi? C'est qu'il y a une volonté manifeste de ne jamais voir ces réformes-là aboutir, c'est tout. Quand certains pays ont voulu quand même changer la donne dans leur pays, ils ont mis combien de temps pour y parvenir? Ça a été rapide. Ici, pourquoi on ne traîne les pas? C'est parce qu'il y a des petits calculs qui viennent greffer la chose. Et l'atelier du H-Crum a été clair. Tous les acteurs qui ont pris part à cet atelier ont dit que, mais c'est quoi? Le problème essentiel du Togo par rapport aux réformes, c'est quoi? C'est le mode de scrutin et la limitation de mandat. On n'a pas besoin d'aller chercher des extraterrestres pour venir matérialiser cela. Les Togolais sont capables de le faire. C'est une condition sine qua non. On a cette éternelle question de limitation de mandat. Il y a beaucoup de pays, par exemple, dont la limitation des mandats n'est pas d'actualité. Non, mais où, par exemple? Il y a le Gabon. Voilà. Non, vous savez, quand vous voulez nous prenons même l'Allemagne. Quand vous voulez comparer avec les institutions qui sont très fortes là-bas. Voilà. Des institutions qui sont très fortes. Ces institutions s'imposent à tous. Mais quand vous voulez établir des comparaisons, il faut établir des comparaisons avec des gens, avec des pays qui quand même sont en train de créer la différence. Ce sont des pays également. Ce sont des pays. Certains sont au septennat, décident maintenant que ça sera le quinquennat. C'est des plats quantitatifs. Et là-bas aussi, c'est des mandats limités. Voilà. Donc on ne va pas aujourd'hui aller comparer le Togo au Gabon. Ce qu'au niveau du Gabon, c'est décrié. Et pourquoi nous, Togolais, nous allons nous comparer au Gabon? Oui, mais quand nous prenons par exemple le cas de l'Allemagne, il n'y a pas de limitation de mandat. Non, là-bas, avec des institutions qui sont très fortes. Voilà. Aujourd'hui, le problème du Togo, c'est cette crise institutionnelle-là. C'est que quand on voit un peu ces institutions-là, on voit leur coloration en même temps. On ne leur demande pas ça, mais par zèle, certains estiment qu'il faut être inféodé à un parti politique donné. On ne leur a jamais demandé. Le travail a été faussé à la base. Le travail a été faussé à la base. C'est pourquoi continuer toujours par supporter ce qui était faux à la base là serait comme une complicité active de cette situation qui prévaut sur le terrain. Ibrahim. Non, le problème est très simple. L'APG a demandé à ce que les réformes se fassent de façon consensuelle. Voilà. Et qui parle de consensus, veut dire en même temps que les gens s'asseyent, les gens se concertent et trouvent une formule qui sied à toutes les parties. Et je pense que c'est dans cette démarche que les autorités togolaises, bon, en tout cas, c'est ce qu'elles déclarent et c'est ce que nous constatons parce qu'en mettant en place cette commission, c'est de réfléchir de façon désintéressée à notre constitution et proposer un projet de loi un projet constitutionnel qui puisse au moins répondre aux aspirations et légitime de nos populations. Quand on parle de consensus, je voulais revenir sur cet aspect, c'est qu'aujourd'hui, si nous demandons de la part du chef de l'État de
d'opérer un passage de force, mais ça va se faire. Et ça se fera comment? C'est qu'il y aura une proposition de constitution, que ça nous plaise ou pas. Il y aura une proposition de projet de constitution. On va soumettre ça à un référendum. Et vous savez, le plus souvent, quand on parle des élections, je ne veux pas vous donner d'autres détails. C'est que ça va passer comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire dernièrement. Vous avez vu, on a appelé à un référendum pour la modification de la Constitution. Ouattara a soumis un test. Aussi avec Erdogan. Avec Erdogan, vous avez vu comment ça s'est fait, ça s'est opéré. C'est des tests, à mon avis, qui ne rassemblent pas tous les citoyens. Mais quand c'est passé, lors de ce référendum, même le taux de participation était très faible, mais quand même, le oui a remporté et ils ont fait passer la réforme. La réforme y est maintenant. Est-ce que c'est ce chemin que nous voulons pour le pays? Je ne suis pas sûr que c'est ce que les Togolais veulent pour le Togo. Donc, c'est pour cela que les autorités du pays sont en train de lutter pour qu'il y ait consensus sur tout ce qu'il y a comme réforme à opérer dans notre pays. Et le projet qui sera soumis, qui sera présenté par ces experts commis par le chef de l'État pour travailler sur ces réformes constitutionnelles, je pense que ce projet de loi-là, ce n'est pas encore arrivé, mais nous avons foi que ces universitaires, ces personnes ressources que le chef de l'État a nommées pour constituer cette commission feront un travail beaucoup plus professionnel, un travail qui sera, à mon avis, débarrassé des calculs politiciens et on aura un test qui réponde aux aspirations des Togolais. C'est le souhait de tout le monde et je pense que c'est dans cette option même que les membres de cette commission s'inscrivent. Voilà. Je vais proposer d'avancer, c'est parce que vous avez quelque chose à rajouter. Non, mais cette structure, ou bien cette commission qui a été mise en place, que mon confrère Ibrahim dit qu'elle va faire un travail scientifique sérieux, cette même commission est déjà décriée. Ça veut dire que... au vu de sa composition. Au vu de sa composition. Donc on ne peut pas parler là de quelque chose d'inclusif. Est-ce que les personnes qui incarnent cette commission n'ont pas les compétences? Elles ont certes les compétences. Mais les autres bords aussi, les autres entités aussi regorgent de compétences. Qu'on pouvait aussi mettre à profit dans cette commission-là pour faire avancer la chose. Mais quand ça a été décrété par quelqu'un, là, c'est que naturellement les autres doivent dire que non, mais ils ne se retrouvent pas dans cette commission. Et le travail que cette commission... Déjà, si on est en train de porter des critiques sur cette commission, ça veut dire que le travail qui viendra de cette commission-là aussi sera aussi critiqué comme cela. Ça ne serait pas accepté comme une lettre à la poste. Est-ce que les compétences suffisent? Il faut également une probité morale, non? Pour faire ce travail. Qui vous décriez au sein de cette commission? Je ne décris personne, c'est une question que je pose. Voilà, donc moi, c'est ce que moi je pense. Moi, je m'étable beaucoup plus sur la compétence et surtout la fibre patriotique. Ces personnes, est-ce que ces personnes n'aiment pas leur pays? Faut le voir. Si ces personnes aiment leur pays, je pense que ce sera un travail très bien fait et c'est un travail qui sera impersonnel parce que ces personnes ne vont pas chercher à travailler pour plaire à leur mandant, mais plutôt à travailler dans le sens même de la République, dans le sens même du développement de notre pays. Je pense que c'est ce qu'on attend d'eux et à leur niveau, personne ne dit que nous allons tailler une constitution sur mesure pour notre mentor. Je pense que ce n'est pas cette... En tout cas, ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas l'idée qui accourt actuellement au niveau de cette commission, mais ce que nous avons appris et les informations qui nous parviennent, nous, à notre rédaction, c'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et ce travail, lorsque ça sera fini, on va attendre. Lorsque ça sera fini, ça sera un produit que tous les Togolais vont apprécier. On aura peut-être l'opportunité de décortiquer même le travail qui bien va évidemment, être fait, effectivement, pour voir si vous aurez raison. Mais c'est le lieu aussi en même temps de rappeler que depuis un certain temps, il y a des informations qui circulent comme quoi il y aura un septennat qui sera proposé. Et ça, c'est un chantage qu'un bloc est en train de préparer au cas où les gens n'arrivaient pas à s'entendre sur certaines réformes, au cas où certaines personnes n'arrivaient pas à faire passer leur desiderata pour pouvoir garantir peut-être leur... Qui sont ces personnes-là? Au moment venu, nous allons les découvrir. Nous sommes des sonneurs d'alerte. Donc, il faudrait que très tôt, nous disons aux gens qu'il y a un projet de septennat qui est
qui est lancé. Qui est même dans les tuyaux. Ouais. Et il faudrait que les Togolais soient vigilants quand le moment viendra, qu'on décourage ces personnes, je dirais, mal intentionnées qui veulent faire reculer notre pays. Voilà, je veux qu'on avance dans les échanges, chers invités. Nous allons maintenant nous appesantir sur cette question qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines déjà. Je vais parler de ces différends qui opposent Thème et Kabien à propos de la chefferie dans le quartier de Alaoumalessi. C'est ça? J'ai bien prononcé? La Matessi, effectivement. La Matessi, c'est indifférent. Hein? On en parle depuis plusieurs semaines déjà à l'Irochakala. Mais comment expliquer qu'une situation pareille puisse perdurer? D'autant plus qu'on sait que, par exemple, la chefferie dans cette localité n'appartient pas à une partie, une partie des protagonistes. Oui, nous sommes arrivés malheureusement à cette situation à cause des turpitudes de certaines personnes. Ces personnes qui sont décidées à ne jamais créer cette embellie dans notre pays, ces messieurs qui pensent qu'ils sont là au service d'une entité plutôt que de tous les Togolais. On n'a jamais appris à Pario, c'est toujours la Matessi. La Matessi, voilà. Que les communautés qui y vivent ont eu des problèmes entre elles. C'est des communautés qui vivent en parfaite harmonie, dans le respect de leurs différences. Mais le problème qui, depuis quelque temps, défraie la chronique vient de quoi? Vient d'une certaine prétention d'une communauté à vouloir peut-être lorgner du côté où il ne le fallait pas. Ce côté, c'est la chefferie traditionnelle. Le peuplement du Togo, on le connaît, ce n'est pas des peuplements qui datent de plusieurs milliers d'années. C'est des peuplements qui datent de l'époque allemande. Et à peine 100 ans, ça fait 100 ans. Et le peuplement au niveau de Pario, c'est un demi-siècle à peine. On sait qui était là-bas, qui sont les chefs, à qui appartiennent les terres. Oui, les terres. Et aujourd'hui, la donne, on ne peut pas la changer au gré de nos humeurs, au gré de nos petits calculs. Non. C'est sacro-saint, la chefferie. Quand on parle de chef traditionnel, ça veut dire quoi? C'est les garants des us et coutumes. C'est que quand des situations prévalent, c'est ces chefs-là qui peuvent invoquer les dieux. C'est ces chefs-là qui peuvent trancher quand il y a des litiges fonciers. Parce que, connaissant les réalités de ce pays, mais quand une communauté vient s'installer, on l'a installée, elle a fait son temps à un moment, même si cette communauté-là vient à surclasser celle autochtone de par son nombre, cela ne leur donne aucun cutus à avoir des prétentions sur la chefferie. Donc, c'est cette prétention que la communauté Kabien a sur la chefferie qui a peut-être créé ces différends. Donc, je crois que le problème ne se pose même pas. On peut vite arriver à bout en disant les choses telles qu'elles sont. Voilà. En recourant à la vérité, à la stricte vérité. Un allogène ne peut pas être un chef dans une localité. C'est pas parce que je suis né à Inkonakwe, j'ai grandi là-bas, j'ai fait longtemps là-bas que quand il s'agira de nommer un chef de village ou bien de canton de Nikonakwa, que je vais dire qu'à moi aussi, je peux avoir des prétentions. Ça ne se fait jamais. C'est pas parce qu'au niveau d'Agua, il y a une communauté qui est en train de prendre le dessus sur une autre, de par son nombre, que la chefferie du canton d'Agua va revenir de droit à cette communauté. Donc, je crois qu'on ne doit pas passer par des contours sinueux pour trouver des justes solutions à ce problème-là qui se pose. Ce problème-là est né parce que certains ont voulu que ça naisse. Sinon, il n'y a même pas de problème entre les communautés. Et cette proposition de rotation autour de cette chefferie du trône-là, je crois que cela relève d'une absurdité. On ne peut pas. Et ce n'est pas seulement les communautés Kotoko et Témé et Kabia qui sont là dans cette localité. Il y a des communautés Losso, il y a des Peuls qui sont là-bas. Donc, si on vient à dire que non, c'est de façon rotative que la chefferie doit se faire. Peut-être un jour, la communauté Losso aussi va dire que tiens, c'est notre temps aussi arrivé d'avoir des prétentions sur ce trône. Et les Peuls aussi ne seront pas du reste pour réclamer un peu leur part du gâteau. Donc, il faut arrêter, il ne faut pas créer des précédents qui restent peut-être de créer de fâcheuses situations dans le pays. Par ailleurs, il n'y a pas de problème là-bas.
Les populations vivent en harmonie. En harmonie. Il n'y a jamais eu de clash entre elles et que ceux-là qui sont en train de tirer les mauvaises ficelles, qu'ils arrêtent de le faire au nom d'un certain apaisement dans la localité. Voilà, la situation est en train de prendre des proportions inquiétantes parce que depuis plusieurs jours déjà, on ne cesse de voir des mouvements même d'humeur dans ces localités. Ibrahim, c'est également l'occasion de tirer la sonnette d'alarme. Oui, bien évidemment, nous avons été clairs et sur cette situation, nous avons dit que lorsque vous arrivez dans une localité, vous voyez toujours des allogènes et des autochtones. Et le plus souvent, c'est un contrat qu'il y a entre ces deux entités, ces deux communautés. Et ce contrat est basé sur le vivre ensemble, sur le respect mutuel dans leurs différences, bien évidemment. Et donc, ce qui se passe actuellement à Pario, c'est vrai que la communauté Tem est autochtone. C'est la communauté à qui appartient Pario, cette superficie. Et les Kabyais sont venus par quelle alchimie, je ne saurais le dire exactement, mais c'est qu'on sait qu'au Togo, l'occupation ethnique des aires est une réalité. Quand vous allez dans la région centrale, on sait que ça, c'est le territoire Tem. Quand vous remontez un peu vers Kara, vous savez que c'est le territoire Kabyais. Quand vous allez au fin fond de Dapon, on vous dit que c'est le territoire des Moba. Vous redescendez vers le sud, on vous dit que c'est le territoire des Évé. Donc ça, c'est une réalité. Donc on ne peut pas la changer. On ne peut pas passer un coup d'effaceur sur cette réalité. Et donc, Pario, c'est une localité et Tem. Et les Kabyais qui y vivent savent véritablement que ça, c'est un territoire appartenant au Tem. Bon, maintenant, avoir des prétentions jusqu'à vouloir être chef canton de Pario, je pense que c'est en tout cas la barrière qu'il ne fallait pas franchir et c'est ce qui a traîné des soubresauts, des problèmes auxquels nous avons assisté tout récemment. Heureusement que certaines personnalités de notre pays ont su faire prévaloir la raison et le calme est revenu parce que on a demandé aux populations Tem d'aller choisir de façon consensuelle leur chef et que les Kabyais savent pertinemment que le Pario ne leur appartient pas. Mais ils vivent là-bas parce que nous sommes tous Togolais, nous sommes tous fils d'un même pays, nous pouvons vivre ensemble et en harmonie et malgré nos différences, mais cela, nous ne devons pas oublier aussi nos coutumes, nos valeurs traditionnelles. Et je m'amusais même à dire que, à supposer que ce soit le frère Kabyais qui devenait chef canton de Pario, qui est un territoire Tem et qui se trouve dans la région centrale. Si un beau matin il a à faire des cérémonies, il va aller chez lui en pays Kabyais. Il y a eu un incident qui s'était produit et vous savez que Yadema, dans sa sagesse, a su recadrer les gens. Je pense que ça n'a plus entraîné des conséquences aussi fâcheuses. Par la suite, c'est le phénomène de la cérémonie de Habié qui devait se tenir à Sotobois. Vous savez que c'est des cérémonies rituelles pendant lesquelles on invoque les ancêtres, on invoque les forces mystiques avec lesquelles nous avons impact par rapport à l'occupation du sol, par rapport à l'occupation de l'environnement. Et ça se passe généralement en pays Kabyais. Mais ils ont voulu faire cela à Sotobois et les conséquences, c'est qu'il y a eu un drame. Et beaucoup de morts. Et Yadema a dit non, dorénavant, si vous avez à faire des cérémonies, allez en pays Kabyais, faites vos cérémonies là-bas. Je pense que c'est ça. Ça veut dire tout simplement que chaque peuple a un contrat avec son environnement, avec son origine, avec la superficie qu'elle occupe. Et quand vous venez usurper, vous allez vous entendre à des conséquences dramatiques. Et ça, je pense que certaines personnes, et surtout les autorités de notre pays, ont vite en tout cas, ils ont opté pour la raison, pour en tout cas ramener l'ordre dans cette localité. Et aujourd'hui, selon les informations, tout semble être entré en ordre et les Kotokoli vont mettre en place leur chefferie. Et cela, quand même, ne voudrait pas dire que les allogènes qui sont là-bas ne peuvent pas avoir leur chef. Il peut avoir le chef des allogènes, le chef des Kabyais à Pario. Cela ne gêne personne. Le chef
chef de l'OSO, le chef de mais qui n'est pas au-dessus du chef. Mais qui ne doit pas être au-dessus du chef canton, qui doit être le chef suprême de toute la localité. Voilà. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que j'étais avec vous, Ali Rouchakala. Vous êtes le directeur de publication du journal Le Courrier de la République. Ça se passe bien à votre rédaction? Ça va, ça va. On essaie d'être constant dans notre ligne éditoriale. On essaie, malgré tous les problèmes que nous avions, vous savez, et gérer un journal, c'est pas aussi facile. Voilà. Il y a plein de contingents, surtout sans publicité, sans annonceurs et tout ça là. Mais nous sommes engagés et nous faisons avec tout cela. Ça ira. On sera encore sur le marché le lundi. Voilà. Merci également à vous, Ibrahim Atia, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Temps Nouveau. Ça se passe également bien, j'espère. Ah oui, ça se passe bien, sauf que quand vous tentez d'être objectif, de vous mettre dans une ligne qui n'arrange personne, c'est un peu difficile. C'est que des deux côtés, vous avez des inimitiés et on vous oppose des méchancetés. Voilà. Mais la vie est ainsi. Nous avons opté pour cette ligne et nous allons toujours continuer malgré les pots de banane qu'on tente de nous jeter. Voilà. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu. On espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau décryptage de l'actualité, aussi bien nationale qu'internationale. Merci également à vous de nous avoir suivis à la maison. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro de